On est en pleine dépression, là, en grande dépression à ce moment-là. Là. Il y a l'école autrichienne qui est présente, Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises, mais il y a aussi la CGT, qui est un syndicat de gauche en France et tout ça. Et c'est un peu là qu'on parle d'abord de néolibéralisme. On propose de refonder le libéralisme sur de nouvelles bases. Mais là, les gens s'entendent pas très bien sur qu'est-ce qu'il faut faire. Il y en a qui disent il faut revenir à un capitalisme pur de marché, l'école autrichienne. Puis il y en a d'autres qui disent il faut un peu d'intervention de l'État pour stimuler pour encadrer le marché. Là, il y a la guerre, donc tout ça et toutes les volontés qui s'étaient manifestées au colloque Walter Lippmann sont mis de côté. Et tout de suite après la guerre... De toute façon, l'entité que Walter Lippmann avait créée à l'époque, ça n'a pas duré longtemps, ça, Richard? Non, c'est ça. Il y a tout de suite après le colloque Walter Lippmann, il y a le CIRL, tu le dis dans ton documentaire, l'organisme qui a été créé, justement, suite à ce colloque. Ça a duré... Le Centre international pour la refondation du libéralisme ou la rénovation du libéralisme. C'est ça. Qui est un truc français. Et donc, ça dure 1 an parce que la guerre se déclenche. C'est ça. Et tout de suite après la guerre, avec des fonds privés, va se mettre en place une réunion qui va avoir lieu au Mont-Pèlerin en Suisse. 1947. C'est ça. Et ils vont fonder la Société du Mont-Pèlerin. Il faut dire, Richard, qu'il y avait beaucoup de résistance au New Deal de Frank Delano Roosevelt, qui avait répondu à la Grande Dépression par la mise en place de la Security Exchange Commission et puis la loi Glass-Steagall qui compartimentait les banques commerciales avec les banques d'affaires. Alors, les capitalistes, il y avait de la misère à composer avec cette donne socialiste. Ouais, j'allais en venir à ça parce que la Société du Mont-Pèlerin, c'est surtout l'initiative d'une personne qui est Friedrich von Hayek. Qui économiste. est un économiste de l'école autrichienne, c'est-à-dire une école de pensée économique qui est assez radicale en faveur du libre marché. Et bon, comme je disais tout à l'heure, il y avait tout un spectre de gens qui voulaient refonder le libéralisme, mais c'est surtout l'école autrichienne finalement avec von Mises. Ludwig von Mises, etc. Mais aussi avec les Américains qui vont prendre l'ascendant et qui vont s'imposer dans les premières années de la Société du Mont-Pèlerin. Et tu l'expliques bien dans ton documentaire. La Société du Mont-Pèlerin, c'était pas un think tank. Non, c'est comme une société savante, dans le fond, qui regroupe les intellos, des grandes sommités qui disons, s'adresse surtout à d'autres intellectuels. Pro-marché. Parce qu'ils pensent que, justement, il faut faire la lutte par les idées. Il faut que les intellectuels fassent une révolution culturelle. Un peu ce que Gramsci proposait, qui est un penseur communiste. Mais c'est la droite qui va réussir cette révolution culturelle-là. À force de propagande... aussi en bâtissant un vaste réseau. C'est un peu de là que vient le titre, La démocratie dans les raies du néolibéralisme. Est-ce qu'on dit raies ou raies? Raies, mais à la radio, ça a l'air un peu bizarre. Dans les raies, tu sais, R-E-T-S, en toute façon. C'est ça. Et ça, c'est un mot, je pense, d'origine latine. Ouais, c'est ça. Ça veut dire filet, en latin, rete. Et d'ailleurs, ça a donné réseau en français. C'est ça que tu expliques. Et c'est un mot que j'aime bien parce que justement, il contient l'idée de réseau et l'idée de filet. Comme en anglais, il y a net dans network. C'est ça. Et donc, ce réseau-là qu'ils vont mettre en place va emporter la conquête des idées petit à petit. Et surtout ce qui va se matérialiser avec les régimes de Thatcher et Reagan et même de Pinochet avant Thatcher et Reagan. Mais là, tu parles, en fin de compte, qu'il y a un début d'endoctrinement des masses qui se fait graduellement et aussi, j'ai bien aimé, un monopole de l'apparence. Ouais, ça, c'est une phrase de Guy Debord. De Guy Debord. Ouais, dans la Société du spectacle. Parce que, finalement... ça prend toute la place, autant dans la vie quotidienne avec la marchandise, la société de consommation, tout ça, autant au niveau intellectuel, politique, etc. Il y a plus, la pensée elle devient comme asphyxiée. Et c'est ce que j'ai
c'est le point de départ de ma révolte dont on parlait tantôt. Mais dans les années 40-50, Richard, ne commence pas tout de suite la mise en place de ces mesures néolibérales parce qu'on a ce qu'on appelle les 30 glorieuses à l'époque de l'après-guerre, de grosse consommation et on a beaucoup de mesures qui nous viennent d'un économiste qui était un peu pas en guerre verbale, mais qui était pas en phase avec M. Hayek, M. Keynes, John Maynard Keynes, économiste british. Oui, tout à fait. Ben, il y a Hayek, son combat, il l'a mené, c'est sûr, contre les socialistes et les communistes, mais aussi contre les keynésiens. C'est-à-dire la social-démocratie, c'est-à-dire l'intervention de l'État dans l'économie, que ce soit dans les systèmes de santé, d'éducation, etc., mais aussi qui intervient directement dans l'économie pour injecter des liquidités ou la gestion finalement de la monnaie, etc. Toute la politique économique du pays, tout d'un coup, était confiée surtout à l'État. Et ça, ils étaient allergiques à ça et ils vont mener un combat énergique contre ça. Au début, ils étaient vraiment minoritaires. Ils étaient tout seuls dans leur coin. Mais petit à petit, vu qu'ils sont financés par des grandes fortunes, par des fondations privées. Oui, des corporations, etc. Ils vont réussir à force de propagande, à imposer leurs idées. Puis, comme je disais aussi, c'est tout un réseau. Ils sont en réseau avec des départements, des chaires dans les universités. Bon, par exemple, le plus célèbre, c'est l'Université de Chicago, le département d'économie. Qu'on appelait leurs émules des Chicago Boys. Oui, les Chicago Boys. Justement, j'en parlais tout à l'heure, c'est eux qui vont téléguider la politique économique du Chili de Pinochet. Entre autres choses, comme laboratoire. On a besoin d'un laboratoire, il faut essayer nos idées. Et puis, quoi de mieux qu'avec M. Augusto Pinochet? Hein? Une poigne de fer. Tout à fait. Lui, il va imposer justement une thérapie de choc. Il y avait un ami, il y avait un acolyte à l'époque de la Cité du Mont-Pèlerin qui va faire parler de lui, qui va ici, prix Nobel, Milton Friedman, très proche de M. Hayek, August von Hayek. Tout à fait, les deux étaient à Chicago. Milton Friedman était déjà à Chicago à l'époque de la création de la Société du Mont-Pèlerin. Puis Hayek va aller le rejoindre. À l'invitation du département d'économie. Les boss voulaient qu'on fasse le livre, fameuse Road to Serfdom. Hein? Ils voulaient qu'ils fassent la version américaine, hein? The Road to Serfdom. Hein? Et puis la route de la servitude, mais version américaine. Hein? Il y avait de l'argent en place et puis ils avaient les moyens, ils avaient les infrastructures et il y avait un plan de match bien défini. C'est clair que c'est pas arrivé de façon aléatoire. Ils ont même publié un comic book de la route de la servitude. Je sais pas si tu l'as déjà vu, mais ça aide à imprégner davantage les consciences des masses. Hein? Tout à fait. Les bandes dessinées, quoi de mieux? Hein? Oui. On peut pas demander mieux. Ils ont l'affaire. Mais ces gens-là se sont aussi servis des méthodes de public relation d'un bonhomme bien connu que Normand Hébert-Rajon, le professeur de l'UQAM, parle dans ton documentaire, Monsieur Edward Burney, le père des relations publiques dans les années 1920. Oui, parce que justement, pour toutes sortes de raisons, les États-Unis n'étaient pas supposés entrer en guerre pendant la Première Guerre mondiale. C'était même une promesse, un peu comme ici, il y a eu. Même chose. Et puis, pour des raisons, pour satisfaire les industriels, etc., il y a eu des pressions pour finalement entrer en guerre. Alors, là, il y avait un problème, c'est que l'opinion publique était complètement opposée. Et ils ont mis sur pied une commission qui s'appelle la commission Creel, qui avait pour mandat de convaincre les gens. Il fallait vendre l'idée de la guerre. Et Edward Bernays faisait partie de cette fameuse commission Creel qui a tout à fait remporté son pari. Ils ont complètement retourné l'opinion publique en quelques mois. Et suite à la commission Creel, M. Bernays déduit plusieurs choses et il a fondé un peu ce qu'on appelle l'industrie des relations publiques telles qu'on les connaît aujourd'hui. C'est-à-dire des outils de propagande qui sont très puissants. On l'a vu, par exemple, je donne un exemple bête comme ça, la première guerre du Golfe, il y avait une firme de relations publiques qui s'appelait Hill & Knowlton, qui a fait toute une propagande pour faire croire, par exemple, que les Irakiens étaient entrés dans les